Retrouvez Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social. Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, le CAC 40 qui rate d'un cheveu les 6000 points en clôture. On est en train de revenir sur les niveaux qu'on connaissait le 21 février 2020 avec un CAC 40 qui avait violemment décroché le vendredi 21 février. L'ouverture du lundi suivant avait été très très douloureuse. C'était le début du grand décrochage des indices boursiers et notamment du CAC 40. Et donc on est en train de combler ce trou de cotation entre le 21 février 2020 et le 24 février. On comble ce gap petit à petit, ce qui va permettre symboliquement du moins de mettre un terme à la crise pandémique sur le plan boursier. Le CAC 40 donc revenu quasiment à 6000 points ce soir, 5990 points en clôture avec une belle séance, une progression de plus de 1% à Paris. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. L'inflation, c'est le sujet du moment. On en parle beaucoup. On ne la voit pas encore. On a eu la marque d'inflation pour le mois de février aux États-Unis, l'indice des prix à la consommation, le CPI, qui montre que les choses restent pour l'instant maîtrisées. L'inflation est ressortie en ligne d'ailleurs avec les prévisions des économistes. Une inflation globale à 1,7% sur un an et une inflation sous-jacente à 1,3% sur un an en février, qui baisse légèrement d'ailleurs par rapport à la marque du mois précédent. Nos experts sont là évidemment pour évoquer tous ces sujets avec nous pendant 40 minutes. Ce sera la discussion de marché, Planète Marché chaque soir avec 3 invités en plateau. Et puis le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir qui sera consacré aux OPA et plus généralement aux offres publiques. On fera le bilan de l'année écoulée et des premières tendances de 2021 sur le marché d'Euronext en France. L'année 2020 a été une année dynamique avec près d'une quarantaine d'opérations annoncées ou réalisées. On fera le point avec l'un des associés gérants de la banque d'affaires Alantra, Olivier Guignon, qui sera avec nous en direct dans ce studio à partir de 19h15 ce soir. Le CAC 40 qui vient quasiment recoller aux 6000 points ce soir en clôture. Résumé de cette séance avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40 qui se rapproche même des 6000 points à la clôture. L'indice parisien gagne 1,11% à 5990 points. Les investisseurs qui ont constaté non sans soulagement que l'inflation aux États-Unis reste assez maîtrisée pour le mois de février. Celle-ci ressort en hausse de 0,4% donc au mois de février, portée notamment par la hausse du pétrole puisque l'inflation tombe même à plus 0,1% hors alimentation et énergie. Sur un an, celle-ci ressort à plus 1,7%. Conformément aux attentes des analystes. Les rendements, eux, se détendent encore un petit peu plus à la suite de cette publication, les rendements obligataires, avec un taux à 10 ans américain aux alentours des 1,54% ce soir. Les investisseurs qui ont également pu suivre l'ouverture des négociations en ce qui concerne le plan de relance aux États-Unis, négociations devant la Chambre des représentants qui devrait déboucher sur un vote dans la soirée. La Chambre des représentants qui a déjà voté le texte une première fois et qui doit examiner à présent les amendements proposés par le Sénat avant de procéder au vote. Un vote qui est vu par beaucoup de démocrates comme déjà acquis alors que se tiendra un vote de réconciliation budgétaire qui permettra aux démocrates de faire voter le texte avec une simple majorité. Si le plan est effectivement voté, alors il pourrait être ratifié et promulgué d'ici la fin de la semaine, soit avant la date butoir du 14 mars où prennent fin les aides du plan de relance précédent. Du côté des statistiques à présent, on notera qu'en France, la production industrielle progresse de 3,3% au mois de janvier, avec notamment une production manufacturière qui progresse elle aussi de 3,3% sur la période, traduisant une reprise de l'activité après le léger recul du mois de décembre. En Chine, l'indice des prix à la consommation recule de 0,2%, tandis que les prix à la production augmentent eux de 1,7% sur un an au mois de janvier. Une progression que le pays n'avait pas connue depuis novembre 2018, grâce notamment
notamment à l'augmentation des commandes à l'exportation. Du côté des valeurs, à présent, Bouygues annonce céder 12 millions d'actions Alstom au prix de 41,65 € l'action dans le cadre d'un placement auprès d'investisseurs qualifiés. Une cession qui représente 3,23% du capital d'Alstom. Bouygues qui compte tout de même conserver 3,12% du capital. On a suivi également aujourd'hui Morel et Prom qui a fait état de son côté d'une perte nette de 592 millions de dollars en 2020 alors que l'entreprise avait réalisé un bénéfice de 35 millions de dollars un an plus tôt. On a suivi également les résultats de Maisons du Monde qui annoncent avoir mieux résisté que prévu à la crise en 2020 avec un chiffre d'affaires qui ne recule que de 3,5%. Maisons du Monde qui versera même un dividende de 30 centimes d'euros par action et qui a également annoncé lancer une revue stratégique de ses actifs aux États-Unis où la crise sanitaire a rendu le contexte plus difficile. À l'international, rapidement, Adidas annonce de son côté prévoir un rebond de ses ventes en 2021 avec une activité qui devrait particulièrement se redresser en Chine, mais de manière plus générale en Asie ainsi qu'en Amérique du Sud. Et on regarde à la clôture ce soir les plus fortes hausses qui sont signées Orange, environ 2,8%, Saint-Gobain ou Air Liquide qui gagnent tous deux environ 3%, Kering qui gagne 2,6%, tandis que Pernod Ricard gagne lui environ 2,5%. Les plus fortes baisses sont signées de leur côté ST Microelectronics qui perd environ 2,6%, ArcelorMittal qui perd 1,6% de son côté, Worldline qui perd environ 2%, tandis que Airbus perd environ 1,2% et Safran 1,75%. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, le grand rendez-vous de la journée et même de la semaine sera le Conseil des gouverneurs de la BCE qui se tiendra en fin de matinée, suivi de la conférence de presse de Christine Lagarde à 14h30. Si aucun changement de la politique monétaire est attendu, les investisseurs scruteront surtout d'éventuels commentaires sur l'inflation ou sur la flambée des rendements obligataires. Et du côté des entreprises, Euraseo, JCDecaux, Steph ou encore Technicolor publieront leurs résultats annuels. Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Virginie Robert est avec nous ce soir, présidente de Constance Associés. Bonsoir et bienvenue Virginie. Bonsoir Grégoire. Jean-François Robin nous accompagne également. Bonsoir Jean-François. Vous êtes directeur de la recherche marché de Natixis et Stéphane Déo avec nous également pour compléter ce trio. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes responsable de la stratégie d'Ostrom Asset Management. Commençons avec l'inflation puisqu'on a eu la marque d'inflation pour le mois de février aux États-Unis, le CPI, l'indice des prix à la consommation. Est-ce qu'on voit à travers les chiffres alors, globaux ou sous-jacents de l'inflation un début, les prémices de cette envolée, de ce débordement d'inflation que tout le monde nous prédit pour les prochains mois? Jean-François. La réponse est très simple, non. C'est-à-dire que finalement, ce qu'il faut regarder, c'est l'inflation hors énergie, puisqu'on voit bien que ce qui fait monter l'inflation, c'est essentiellement la hausse des prix du pétrole. Il faut se souvenir qu'il y a un an de ça, le prix du pétrole était à $19. On se souvient peut-être du fixing du WTI en prix négatif. Donc évidemment, les effets de base, quand vous êtes à $65, sont monstrueux et ça fait monter les indices. Une fois que vous enlevez ça, vous voyez que finalement, le core CPI américain baisse. Et moi, je prends souvent comme exemple ce qui se passe en Chine, qui a un an d'avance sur nous. Ils sont maintenant, depuis 5 trimestres, en reprise de leur croissance, depuis le T1 2020. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que le CPI chinois, il est à moins 0,2. Donc, cette idée qu'on va avoir un retour de l'inflation dès qu'on va rouvrir les économies, c'est quand même pas ce qui se voit un an après en Chine, malgré toutes les hausses de la consommation qu'on a pu voir là-bas. C'est pas vraiment ce qu'on voit encore aux États-Unis. Donc, c'est quand même pas le changement de monde. On reste toujours dans un monde où il y a énormément de ce qu'on appelle d'output gap, c'est-à-dire que finalement les économies ne sont pas du tout revenues à leur niveau d'avant. Alors ça va être plus rapide aux États-Unis avec le plan de relance, on va en parler, mais en Europe on n'y est pas avant fin 2022. Il reste 10 millions de personnes qui n'ont pas d'emploi aux États-Unis, donc on n'y est pas encore, on n'a pas effacé cette crise, donc tant que c'est ça, on n'aura pas d'inflation sous-jacente, c'est-à-dire liée au salaire tout de suite. D'accord, mais on peut imaginer l'inflation cœur qui a 1,3 là sur un an en février. On enlève les éléments pétroliers, alimentaires, etc. Cette inflation cœur,
elle sera quand même amenée à remonter au cours de cette année 2021. Oui, indubitablement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va être sur une normalisation de l'économie, une réouverture, et sans doute un peu plus que ce qu'est la normalisation, puisqu'on aura sûrement des goulots d'étranglement, on aura moins d'entreprises survivantes pour répondre à une formidable demande, en particulier aux États-Unis, avec ce plan de 10 points de PIB. Donc là, oui, on va avoir de l'inflation. Et nous, chez Natixis, on prévoit de l'inflation qui va sûrement temporairement dépasser les 3% aux États-Unis, les 2% en Europe, mais ça va être des choses très liées, encore une fois, à l'énergie, très temporaires finalement. Est-ce que l'inflation, on est sur un grand cycle d'inflation, la fin du cycle baissier des taux, parce qu'on va revoir un changement total de la mondialisation, des chaînes de valeur ajoutée qui vont se régionaliser, la fin de l'ubérisation de l'économie, la fin de la digitalisation? Non. Il n'y a rien de tout ça qui va se terminer. On cite souvent les populations qui vont vieillir. Très bien, mais bon, moi j'attends la preuve de cela, puisque vous voyez au Japon, ça fait plusieurs décennies qu'on a une population très vieillissante et on est en déflation. Donc attention, on est dans un changement de régime par rapport à l'année dernière, Dieu merci. Est-ce qu'on va véritablement vers un truc inflationniste à moyen terme? Probablement un peu plus qu'avant, mais on n'est pas non plus le retour des années 80, quoi. Virginie, en tant que gérante, stock piqueuse, sélectionneuse de valeurs, comment vous regardez ce sujet de l'inflation? On en parle tous les jours, c'est le sujet sans doute de cette année 2021. Est-ce que ça a un impact? Est-ce que c'est un paramètre important pour vous dans la gestion au quotidien de vos portefeuilles? Au quotidien, non. Parce que dans le choix de valeurs que vous pouvez effectuer. Nous, notre analyse, c'était d'avoir vu effectivement qu'il y a ces tensions. Alors sur l'énergie, ça c'est clair, et puis un peu dans le food, dans l'alimentaire, notamment aux États-Unis, mais on l'a bien vu, tout ce qui était matières premières. Il y a une espèce de, si vous voulez, de auto-entretien de ce cercle vicieux d'inflation, puisque on a bien vu le chemin aussi des cycliques, tout le monde veut croire à une superbe reprise, et effectivement, ça va être un phénomène ponctuel. Et on le sait, in fine, c'est tant qu'il n'y a pas d'inflation sur les salaires, et non seulement pour revenir à la situation d'avant, ça va prendre du temps. Et même dans un marché américain, où on le sait, le marché du travail est très flexible et très agile, on peut imaginer que la contraction du taux de chômage se fasse beaucoup plus rapidement que dans nos économies européennes. Malgré tout, il y a des forces de rappel. On l'a vu, cette digitalisation, on n'a pas arrêté de parler pendant la pandémie, tout est accéléré, la numérisation, pardon, parce que c'est le terme officiel maintenant, faisons très attention, l'automatisation, etc. Bon, il y a quand même des forces de rappel. Donc pour nous, là, il y a eu un espèce d'emballement. Ouais. Il y aura, et quelque part, je dirais, ne plus être dans ce schéma de point d'interrogation, de déflation, parce qu'on avait connu ça il y a quelques années, c'est plutôt salvateur. Voilà, oui, il y a un phénomène de reprise, donc il est normal et tout à fait légitime qu'il y ait des tensions sur les taux, et de même qu'il y a des goulots d'étranglement sur certaines parties d'activité, puisqu'on a été dans une situation qui a été mise à l'arrêt total et qui doit repartir. Donc c'est normal, il faut que tout ça s'ajuste. Donc pour moi, en tous les cas, sur ces dernières semaines, les anticipations ont été un peu trop rapides et ambitieuses sur ce sujet-là. Voilà. D'accord. On a poussé un peu loin, vous dites, l'idée de la reflation ou de l'inflation. Très forte. Et d'un nouveau cycle peut-être même plus inflationniste que le précédent. C'est ce que la Fed d'ailleurs semblait vouloir dire. Ouais. Je ne sais pas moi ce que la Fed veut dire. On ne sait plus trop d'ailleurs ce que les banques centrales veulent dire. Stéphane, quand on parle d'inflation, évidemment, on parle des banques centrales, d'autant que ça reprend demain avec la BCE ce jeudi et puis la semaine prochaine la Réserve fédérale américaine. Toutes deux ont laissé un espèce de flou quand même chez les investisseurs depuis quelques semaines, alors que les marchés obligataires, eux, se sont mis billes en tête que les taux devaient remonter, ce qui s'est passé d'ailleurs. Et on a vu des banques centrales plutôt sur la retenue, voire impassible quand on regarde même le discours de Jérôme Powell sur la question des taux et du fonctionnement du marché obligataire. Alors moi je pense que sur les États-Unis, il y a effectivement une remontée des taux. Il ne faut pas oublier qu'il y a un secteur de l'économie américaine qui est en surchauffe, c'est l'immobilier. Et l'immobilier est très très sensible au taux long, évidemment. Donc je pense qu'avoir des taux qui glissent petit à petit vers le haut et qui calment un peu ce secteur-là, enfin je ne veux pas parler de bulles, c'est très à la mode de parler de bulles tout le temps, il y en a beaucoup moins que ce qu'on dit, mais c'est vrai qu'on était sur une situation qui était un petit peu tendue. Donc je pense qu'avoir des taux qui glissent vers le haut un petit peu, ce n'est pas forcément une catastrophe du point de vue de la Fed. La question, comme d'habitude sur les marchés, c'est qu'il ne faut pas que ça aille trop loin ou trop vite. Et je rappelle, alors c'est vrai que Powell a été très silencieux la semaine dernière, ce qui a surpris les marchés.
Par contre, les achats de la Fed étaient de 20 milliards par semaine. On est passé à 25 milliards sur les 4 dernières semaines. Donc ils sont quand même là. Ils commencent à racheter petit à petit. Donc c'est vrai qu'il n'a pas dit grand-chose, mais je pense que si ça devait partir dans le décor, j'ai aucun doute qu'il sifflerait à la fin de la récré tout de suite et qu'on ramènerait les taux à des niveaux plus corrects. Ouais. Et alors justement, partir dans le décor, ça voudrait dire quoi du point de vue de la Fed? Parce qu'on se demandait, est-ce que c'est 1,50 sur le 10 ans? Est-ce que c'est plus? Est-ce que c'est 2%? Pour moi, ce n'est pas une question de niveau, c'est une question de rapidité d'ajustement. C'est-à-dire que si vous me dites, alors ce n'est pas nos prévisions, mais si vous me dites 2% en fin d'année, si on y va gentiment, tout doucement, en prenant quelques points de base chaque jour, ce n'est pas un drame. Si c'est 2% demain matin, là, par contre, il va falloir repricer beaucoup de choses. Et là, vous allez avoir un effet sur les bourses, sur le crédit. J'étais avec le responsable du crédit au téléphone tout à l'heure qui me disait il ne faut pas que ça bouge trop. Là, on a beaucoup tendu l'élastique. Donc, je pense que c'est plus ça. C'est ne pas laisser sortir le dentifrice du tube, comme disait Trichet avant, et ne pas avoir quelque chose qui est désordonné, en fait. C'est ça le vrai sujet. À ce stade, les mouvements ne sont pas suffisamment désordonnés pour impliquer beaucoup plus la Réserve fédérale américaine dans ce marché. Non, par contre, moi je pense qu'il y a un vrai sujet fondamental, c'est, pardon pour le jargon, mais c'est une incohérence temporelle. C'est-à-dire que la Fed nous dit, voilà, je veux faire remonter l'inflation. Donc je vous promets que je ne monterai pas les taux. D'accord ? Vous me croyez ? Si vous me croyez, du coup l'inflation va remonter, du coup il faut que je monte les taux. Donc plus vous me croyez... plus je vais vous mentir parce qu'il va falloir faire demi-tour. Et donc le marché est quand même de plus en plus stressé sur ce scénario-là parce que c'est un équilibre qui est instable en fait. Et on le voit bien sur la volatilité des marchés de taux qui a quand même beaucoup progressé. On était à des niveaux extrêmement bas. On a touché des plus bas l'année dernière à cause du QE. Et là, c'est vrai qu'il y a quand même une espèce de nervosité. Alors, il faut garder proportion. On parle de quelques dizaines de points de base. J'ai vu plus dans ma carrière. Quand l'inflation était de chiffres, oui, c'était sans doute des mouvements beaucoup plus importants. C'était de ce qu'on faisait en quelques heures. Mais il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer en termes de nervosité de la courbe, très clairement. Bon, jusqu'où ils peuvent être en retard, la Fed en l'occurrence, puisque c'est elle qu'on regarde, Jean-François. Et puis il y a aussi la mécanique du marché obligataire. Le mois de mars va être un mois d'émission du Trésor américain qui va être intense. Plus de 400 milliards de dettes nettes à long terme qui vont être de nouvelles dettes qui vont être émises par le Trésor américain. Il faut que ça passe, il faut que ça se digère. Oui, tout à fait. Il va falloir vivre avec des émissions phénoménales du Trésor américain. Vous faites un plan de 1,9 trillion. Alors, il a été déjà un peu préfinancé, finalement, le Trésor est en avance. Oui. Mais vous avez quand même... Le Trésor avait une réserve, quand même. On va quand même devoir émettre sans doute quelque chose comme 3,5 trillions. Donc, ça semble complètement délirant, qu'il va falloir absorber. Donc, si vous avez de la reprise économique, de plus d'émissions de titres pour les financer et moins d'aversion au risque, qui souvent amène les investisseurs à aller vers les bons du Trésor américain et à faire baisser les taux, si vous enlevez tout ça, évidemment, vous allez vers des taux un petit peu plus élevés. Mais je crois que ce qui vient d'être dit, je crois qu'il est très intéressant, c'est que finalement, ce qui change complètement, c'est que les banques centrales ne sont pas du tout dans un moment Volcker où on dit non, mais là, on va remonter les taux pour lutter massivement contre l'inflation. Non, on a les banques centrales qui sont complètement à rebours de ce qu'elles faisaient dans le monétarisme, justement, de Jean-Claude Trichet, qui était au contraire. Là, les banques sont en train de dire si les taux, moi, ce qui m'inquiète, c'est la remontée des taux, pas du tout de l'inflation. L'inflation, tant mieux si elle monte, comme c'est quand même ça qu'ils veulent, c'est sortir de la déflation. Donc on a des banques centrales qui sont complètement à rebours de ce qu'est leur mandat, quelque part, leur raison d'être. C'est-à-dire que là, elles veulent plus d'inflation, mais elles veulent pas que les taux montent. Alors que d'habitude, en Volcker, on faisait monter les taux pour lutter contre l'inflation. Donc on est complètement dans l'inverse. Et on voit bien ce qu'a fait la Banque centrale australienne, typiquement, ce qu'a dit Jérôme Powell, justement. Moi, je ne suis pas du tout inquiet de l'inflation. Plusieurs membres de la Fed nous ont dit, moi, de l'inflation à 2,5, voire 3% pendant un an, on peut vivre avec ça. Donc on est en train de remettre des primes inflation sur les taux d'intérêt, mais c'est ce que veut la Banque centrale, c'est ça qui est quand même très paradoxal. Donc c'est ça qui, moi, me rassure un peu aussi, c'est-à-dire que si les taux remontent trop vite, et je crois que ce qu'il a dit est très exact, c'est-à-dire que c'est pas le niveau, c'est la rapidité de la remontée des taux qui peut vraiment être gênante pour un peu de tout, la variation de l'immobilier, des actions, etc. Donc c'est la vitesse de remontée. Mais les banques centrales veilleront à ce que ce ne soit pas le cas. Et on voit qu'elles interviennent de plus en plus à la Banque centrale américaine. La Banque centrale européenne, mine de rien, est quand même un peu plus intervenue. On a la Banque centrale australienne qui est carrément, qui l'a dit, j'interviens pour ne pas laisser les taux remonter. Donc on n'est pas dans un moment trop dangereux parce que oui, ce qu'il faudrait remettre tout en cause, ce serait des taux très élevés très vite. À ce moment-là,
moment-là, la valeur des actions est très problématique, on tue la reprise dans l'œuf, le crédit se resserre. Là, on est déjà dans une reprise qui n'a pas lieu et qui serait déjà finie. Ouais, mais donc c'est ça qu'ils veulent pas. Il y a quand même un équilibre à trouver, Jean-François. Au moment où la reprise va arriver et elle va être spectaculaire, aux États-Unis, on a des banques qui prévoient aujourd'hui 8% de croissance, par exemple, cette année aux États-Unis. C'est peut-être très agressif, mais voilà, c'est le genre de perspective qu'on peut, oui, qu'on peut avoir. On est à 6%, on va avoir, voilà, 6, 8, c'est pas si loin que ça. Non, mais ce sera la plus forte croissance depuis 1994. Au moment où on va avoir cette plus forte croissance, vous dites, de l'histoire récente, on va avoir des banques centrales qui vont peut-être à un moment faire encore plus que ce qu'elles font aujourd'hui, au moins verbalement dans leur communication, voire dans leurs achats. C'est quand même très paradoxal, assez perturbant quand même. Ça va être très compliqué pour elle parce qu'il y a un moment ou un autre, c'est ce que déjà on ne teste pas, mais à un moment ou un autre, on va tester la crédibilité des banques centrales. C'est-à-dire, est-ce qu'elles ne sont pas ce qu'on appelait beyond the curve, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas devoir courir après l'inflation. Encore une fois, c'est pour ça que je citais ces facteurs structurels. Est-ce que vraiment on va avoir de l'inflation galopante ? Non, il ne faut quand même pas oublier qu'on est dans des économies qui sont totalement arrêtés en 2020, qui sont en train de rouvrir et de redémarrer très fort. Rendez-vous en 2022, on va commencer gentiment à devoir revenir atterrir sur les croissances potentielles. Et donc les chocs d'inflation, ils risquent d'être encore une fois très temporaires. Donc on s'apercevra assez vite que les banques centrales ne sont pas aussi en retard que ce qu'on peut craindre. Non, mais même elles voient bien que c'est des effets de base, elles le disent, c'est ce que va nous dire Christine Lagarde demain, qu'on surveille attentivement. Mais le discours, ça ne va pas être de dire on surveille à la trichée attentivement l'inflation, ça va être on surveille attentivement les taux et les conditions monétaires. Ils vont nous dire un unwarranted tightening of monetary conditions. Ça, c'est la phrase qui va sortir demain. C'est ça qui va être mis en avant, pas tellement l'inflation, parce que ça, un, ils le voulaient, deux, elle n'est pas du tout hors de contrôle. Bon, encore un mot là-dessus, sur le bon réglage, parce qu'effectivement, entre des taux à 0,50 sur le 10 ans américain en fin d'année dernière, ou enfin l'été dernier, et peut-être demain 2%, est-ce qu'on est dans le bon étiage, Stéphane ? Oui, moi je vous trouve très relax sur l'inflation quand même. Parce que, d'abord, effectivement, il y a eu un énorme virage avec Volcker qui a dit ça suffit, on arrête l'inflation. Là, pour la première fois depuis quasiment un demi-siècle, on a des banques centrales qui ont refait un demi-tour. C'est quand même, on ne voit pas ça tous les matins, c'est une fois tous les demi-siècles. Il y a toute une littérature économique qui sort en ce moment, qui utilise le big data, qui montre qu'en fait, la courbe de Phillips est très plate. C'est-à-dire la partie cyclique de l'inflation est très faible. Les anticipations d'inflation et la politique monétaire est prépondérante. Alors c'est très contestable, etc. Mais on a beaucoup plus de données. Il y a en particulier un papier de Nakamura qui est une merveille. Il a fait un travail de romain qui montre ça. Si vous avez vraiment un changement de politique monétaire, et on a un changement de politique monétaire à l'heure actuelle, le niveau d'inflation d'équilibre, il n'est plus au même niveau. Vous avez en même temps une relance économique qui est absolument pharaonique. Enfin, je suis désolé, mais 1900 milliards, je rappelle que le PIB français, c'est 2200 milliards. Donc on est quasiment à envoyer l'équivalent du PIB français dans une économie qui est déjà en reprise. Ce seul plan américain, parce qu'il y en a eu d'autres, c'est 3 fois la perte de richesse de l'économie américaine sur cette crise. Et en même temps, on a des banques centrales qui nous disent « mais c'est très bien, moi je veux garder les taux bas, je ne vais pas bouger ». Donc si on se retrouve en fin d'année, vous allez avoir quoi ? Vous allez avoir une inflation qui aura passé toute l'année au-dessus de 2%, voire qui aura touché 3%, c'est le scénario le plus probable. Et à la fois un Powell et une Lagarde qui, pendant toute l'année, nous auront dit oui, mais c'est très bien, je ne bouge pas. Et donc le risque, c'est quoi ? C'est qu'elles épuisent leur crédibilité ? Le risque, c'est que... À travers cette bataille ? Moi, je pense que les anticipations vont glisser petit à petit vers le haut, parce qu'à un moment donné, il faut pricer au moins la probabilité qu'on se trompe sur l'inflation et qu'on sous-estime le risque. Et vous allez être obligé de pricer ça. Et donc, petit à ce qui se passe maintenant. C'est-à-dire que moi, non, on est à 1,2 sur l'inflation. Sur les inflations anticipées aux États-Unis, on va monter à 3 probablement, on va peut-être aller au-delà de ça. Encore une fois, je pense que c'est le moyen terme qu'il faut regarder. Est-ce qu'on pense qu'à moyen terme, il y a de l'inflation sous-jacente dans les économies ? Mais je pense que c'est ça le sujet. À court terme, c'est tous faire des règles de 3 avec le pétrole, et puis on est tous d'accord qu'on va avoir un choc de court terme. La question, c'est est-ce qu'il y a une pérennité ? Une fois de plus, il y a vraiment ce policy mix tel qu'on l'a, relance budgétaire, monétaire, on ne l'a pas eu depuis un demi-siècle. Ce changement de cap des banques centrales, pareil, il faut remonter à Volcker pour voir un virage comme ça. Donc vous avez quand même quelques changements structurels absolument fondamentaux.
Donc, moi, je suis un petit peu plus dubitatif que vous sur vous inquiétez pas, dormez bourgeois, tout va très bien, il n'y a pas d'inflation. C'est pas ce que je dis non plus, je dis qu'elle est temporaire, moi. Oui, je pense qu'on pourrait se retrouver avec des surprises. Moi, je pense que ça va 3 ou 3%. On imagine. On verra, on va parler des marchés boursiers, parce que je ne veux pas faire toute l'heure sur l'inflation, mais Virginie. La reprise, parce qu'on parle de scénario de reprise, moi, c'est plus sur ce sujet. Je trouve qu'on est très ambitieux sur les taux de reprise. Vraiment. Aux États-Unis ? Mais y compris aux États-Unis, parce qu'elle ne sera pas linéaire. On a l'impression qu'aujourd'hui, on considère que, voilà, il ne s'est rien passé, que comme il va y avoir effectivement ce plan de relance, je ne suis pas certaine, d'abord même sur les ménages. L'animal spirit, Ah non, pas du tout, mais je pense qu'elle ne sera pas linéaire et homogène. Donc, fin mai, ils ont vacciné tous les adultes. Mais début de l'été, tout rouvre. Le Texas, ça va être le 10 mars. Déjà, le paycheck, quand vous interrogez les Américains, qu'est-ce qu'ils vont faire avec les nouveaux $1 400 là, par personne? Ils vont encore épargner, ils vont rembourser certains des crédits, ce qui est peut-être pas mal finalement. Mais il ne faut pas tout considérer que ça va... ils ne vont pas acheter 3 voitures parce qu'ils n'ont pas pu en acheter une pendant un an. Oui, mais le marché est en train de pricer ça un peu de temps en temps. Oui, voilà, sur certains segments. Donc, moi, je veux bien, on peut dire 6%, 8%. Retour à la normale et on rattraperait tout ce qu'on a perdu, quoi. Mais à voir. Et je trouve que le marché est déjà même au-delà des 8% même, parfois. Ou même en Europe, ce qu'on voit sur certaines valorisations, ou dans l'approche, ce que ça peut induire comme profitabilité pour les 2 prochaines années. Moi, alors ça m'intéresse, Jean-François. Vraiment, dans ce sens-là, c'est exactement ce qu'on voit. D'abord, je pense que je suis tout à fait d'accord. Tout ce qui a été la relance qu'on a fait l'année dernière, il ne faut pas oublier qu'on a eu 25 points de PIB quasiment. On parle toujours de ces 1,9 trillion. Ah oui, il y en a eu d'autres avant. La relance budgétaire de cette ampleur-là, finalement, mis bout à bout, on en a eu un petit peu. Ce qu'on a vu, c'était, alors pas dans les mêmes contextes, mais on a eu quand même beaucoup d'épargne de précaution américaine qui a explosé. Là, on parle quand même de chèques de $1 400 plus les 600, enfin, on va arriver à pas loin de $2 000, mais qui vont avoir une population quand même très impacté, donc on est sur les gens de moins de $80 000 qui ont du mal pour beaucoup à payer leur loyer, qui sautent un repas par jour pour beaucoup d'entre eux, etc. Ces gens-là, c'est pas forcément que ça va faire de la surchauffe, ça peut faire peut-être dans les biens alimentaires, dans le retail, peut-être ça va bien évidemment faire du bien. Faut pas oublier que sur le plan non plus, il y a que 1 trillion qui va être déboursé cette année, 1,1, le reste ce sera pour 2022. Vous avez beaucoup de choses qui sont typiquement sur le plan des écoles, vous avez 50 milliards qui est mis sur les écoles. Il y a déjà eu un plan qui a été fait voté en décembre. Pour l'instant, on n'est même pas à un quart du plan qui a été déployé. Ouais. Donc il y a aussi toutes ces problématiques qu'on a aussi dans le plan de relance France, etc. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de nominales. Combien va se traduire dans des goulots d'étranglement, dans vraiment une demande qui peut pas être, encore une fois, qui peut pas avoir de réponse de la production mondiale, parce qu'une fois encore, quand on achète un lave-vaisselle aux États-Unis, on a beau essayer de les produire aux États-Unis, on l'a vu avec Trump, c'est que le déficit commercial ne s'est jamais autant écarté. Donc ce qui va se passer encore cette année, c'est pour ça que nous on est un peu baissier dollar aussi, by the way, c'est que finalement vous allez avoir un écartement du déficit commercial américain, de la balance courante américaine. Ils vont pas réussir à faire que du buy américain dans cette histoire-là. Donc les chaînes de valeur mondiales vont rester à la manœuvre, je pense. Bon oui, un petit mot au passage, c'est un plan dont on profitera nous aussi, le plan du consommateur américain, ça profite à la Chine qui produit, ça peut profiter à l'Europe aussi d'une certaine manière. Oui, bien sûr, ça profitera. Alors après, il faut faire attention parce que d'une part, la reprise chinoise est un peu particulière. Il y a 10 ans, quand on a eu une reprise chinoise, elle a beaucoup tiré l'Allemagne, l'Italie aussi, etc. Là, c'est plus du tout le cas. C'est beaucoup de la demande domestique et donc la courroie de transmission marche pas du tout, malheureusement, ce coup-ci. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Et puis l'autre sujet dont on parlait avant l'émission, c'est que une économie américaine qui va mieux, c'est des taux qui montent. Et le Bund, jusqu'à il y a quelques jours, avait la mauvaise idée de suivre le Treasury. C'est-à-dire qu'on n'avait pas l'impact direct de la relance. On n'avait pas la croissance américaine, mais on avait les taux qui remontaient quand même. Donc on avait l'aspect négatif, on perdait et on ne gagnait pas. Ce qui n'est pas génial comme histoire. Donc il faut faire attention. Après, oui, forcément, si l'économie américaine va mieux, il y aura des effets de second rang sur l'économie européenne. Bon. Mais c'est un peu compliqué. On l'a quantifié à un demi-point de PIB. Voilà. Un demi-point de PIB pour l'Europe, ça pour la croissance plus pour du Canada, du Mexique, on sera sûrement au-delà de 1. Et pour l'Europe, ce sera quand même sans doute un petit demi-point. Un résumé complet de tout ça demain avec les nouvelles projections économiques de la BCE, la conférence de presse, décision de politique monétaire, et puis la semaine prochaine, ce sera au tour de la réserve fédérale américaine.
Le Nasdaq, Virginie. Oui. Le Nasdaq a corrigé de 10%, un peu plus même, entre son point. C'est bien, c'est très bien. Et depuis hier, rebond intense du Nasdaq. Alors ça m'intéresse. 10% de correction sur le Nasdaq. Qu'est-ce que ça nous dit? On ne peut pas parler de rebond intense. Ça ne veut rien dire. Tesla, non, mais regardez. Hier, le Nasdaq a repris 4%. Non, mais bien sûr. Mais enfin, Grégoire, soyons raisonnables. Quand vous voyez que vous avez des valeurs qui perdent 10 le lundi et qui reprennent 10 le mardi, quand vous êtes gérant fondamental, franchement, c'est pas très agréable parce que vous savez pas trop. C'est vrai que c'est un peu dérangeant, mais il n'y a pas de nouvelles. C'est juste sur justement cette analyse de momentum macroéconomique, etc. Bon, donc il faut garder son calme, prendre un peu de recul et revenir un peu aux fondamentaux. Mais quand vous dites le Nasdaq a corrigé de 10%, bonne nouvelle, pourquoi? Bonne nouvelle, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais il faut que moi, ce que je dis, c'est qu'il faut que le marché se réintéresse aux fondamentaux. Moi, il n'y a rien qui m'énerve plus que lorsque le marché part dans une direction tout azimut sans rien regarder. Bon, et c'est ce qui se passe actuellement, parce qu'avec cette histoire de reprise, l'inflation, bon, alors on jette, on n'aime plus du tout les valeurs de croissance et on prend ce qu'on appelle les values. On ne sait plus trop ce que ça veut dire, hein, d'ailleurs, value. Si, les banques et le pétrole. Oui, les banques et le pétrole. Oui, voilà. Si, concrètement, c'est ça. Et donc, mais on n'écoute pas ce qui se passe, même lorsque l'OPEP annonce qu'ils ne rouvrent pas un petit peu les robinets. Il y a bien une raison. Ils font pas juste ça pour soutenir le cours. Peut-être qu'ils jugent eux-mêmes que, justement, le prix actuel n'est pas représentatif de l'aspect de la demande physique. Hein, donc, voilà. Et donc, tout ça passe un peu inaperçu. Donc, il y a des bullettes. Alors, moi, je les appelle les bullettes. Parce que le Nasdaq, dans son intégrité, il y a beaucoup de choses dedans. Hein. Il n'y a pas que de la techno, d'ailleurs. Et il y a des sous-segments qui sont, à mon sens, survalorisés, sur lesquels on voit bien, il y a une grande nervosité, il y a eu beaucoup de choses. Bon, voilà. Donc le Nasdaq, exemple, voilà. c'est quoi les segments? Tout ce qui était énergie renouvelable, hydrogène, tout ce qui est jeux, vidéo, etc. Et alors il y a toute cette envolée. Il y a tout, je sais vous souhaitiez qu'on en parle un peu plus tard, mais les SPACs, voilà. Il y a les opérations d'introduction en bourse. Bon, voilà, parce qu'on a envie d'acheter du rêve, etc. Bon, et puis à côté de ça, vous avez quand même des stratégies, des business models qui tiennent la route, qui sont profitables, qui nous donnent de la visibilité à 5 ans. Ça me semble être important. Donc, il faut arrêter de tout mélanger. Donc, c'est vrai, le Nasdaq a reculé sur un mouvement de momentum, en même temps que l'indice chinois, le CSI, a reculé également de 12%. Donc, il y a eu plein de choses comme ça. Il n'y a que les petites valeurs encore qui tiennent, à mon avis, c'est le prochain chapitre. Parce que si on revient sur un sujet de liquidité, justement, un peu restreinte, et il faudra faire attention à ces petites valeurs. Mais là, aujourd'hui, il faut avoir des petites valeurs, etc. Donc, il faut que tout ça reprenne un peu de dimension fondamentale. Donc, que le Nasdaq ait reculé, c'est certainement pas agréable. Pour autant, vous avez des choses qui ont plus baissé que d'autres. Et puis, oui, comme je dis, est-ce que c'est dans des un opportunités marché, alors, Virginie, c'est déjà l'occasion pour vous. Un marché volatile, c'est pavé d'opportunités pour un gérant. Voilà. Alors, il faut aller faire son petit marché par petits bouts. Hein. Il ne faut pas se précipiter et se dire ça a perdu 10, donc j'achète parce que ça a perdu 10. Non, c'est vous regardez votre analyse fondamentale. Et si vous trouvez qu'il y a... Il n'y a pas que le Nasdaq, la consommation discrétionnaire. La consommation discrétionnaire dans cette période, elle a beaucoup baissé, elle a perdu 10% également. Voilà. Alors vous avez en revanche chez Materials plus de 25% depuis le début de l'année. Peut-être se poser la question. Voilà. Vous dites on arrive peut-être à un moment où la dynamique mériterait d'être peut-être un peu réévaluée. Vous savez, Grégoire, on a quitté la période de publication de résultats et les pauvres malchanceux d'ailleurs qui ont publié vers la fin, ça ne voulait plus rien dire. C'est-à-dire qu'ils pouvaient bien publier, étant donné que le mouvement de momentum était enclenché, il n'y avait aucun impact. Donc, est-ce qu'il faut attendre qu'on retourne en publication de résultats, c'est-à-dire à la mi-avril, pour être clair, pour le T1, pour retourner sur un peu de fondamental? Peut-être. Je suis incapable de vous dire combien de temps cette rotation sectorielle elle peut durer, s'agiter, en sachant qu'une partie des paychecks va venir également sur le marché.
pas l'oublier. C'est pas anodin. Hein, oui, on voit d'ailleurs GameStop l'Américain, qui repart, il adore. quelques jours. Les chèques sont pas encore envoyés, je précise, mais avant même ça, les GameStop... Bitcoin, ça va pas plaire. Forcément une Donc il faut, mais nous, on raisonne entreprise par entreprise. Donc, Et alors justement, qu'est-ce qui vous intéresse là dans une correction de 10% du Nasdaq? Alors, est-ce que c'est les GAFAM qui vous intéressent? Est-ce que c'est d'autres parties dans la tech qui vous intéressent? Oui, alors nous, on a plutôt joué la consommation discrétionnaire parce que là, on a vraiment vu des sociétés qui ont été malmenées. Je pense un peu à des tort. marques, la force des marques. Alors pas que des marques, mais dans la distribution, les Costco, les Walmart, ce genre de choses. Après, il y a des histoires un peu particulières. Hein. Salesforce qui n'a rien fait, qui a beaucoup baissé sur sa dernière acquisition. Mais concrètement, les GAFAM, et vous pouvez rajouter Netflix, depuis 6 mois, ça ne fait rien. C'est mort, c'est dead money. Donc là, on peut rajouter un petit peu tranquillement, sans se précipiter. Il ne faut pas construire des positions. Nous, on est toujours dans la modération. Donc, dans nos positions, la diversification, et on ne s'autorise pas à être trop pondéré sur une valeur. Mais il y a toujours de l'intérêt boursier à avoir des GAFA, mais à s'intéresser à ces valeurs. Sur ce long terme, oui. C'est dead money, mais c'est transitoire non, mais pour le coup, transitoire. Non, mais depuis 6 mois, c'est dead money pour le marché. Mais nous, sur le long terme, bien sûr que imaginez-vous que Apple, alors c'est très décrié parce qu'il y a les problèmes d'antitrust, de privacy, de tout ce que vous voulez. Enfin, est-ce que vous imaginez une seule seconde qu'Amazon n'existe plus dans 5 ans? Ou Apple qui, en plus... ils seront peut-être scindés. Oui, ils seront peut-être scindés, mais il y aura peut-être plus de valeur dans les scissions, d'ailleurs, il faudra voir. Voilà, et c'est pas forcément les dossiers les plus chers. Et sur les outsiders qui sont arrivés, aussi, le concurrent d'Amazon, alors c'est peut-être encore cher, là, mais si ça baisse, c'est l'occasion à Shopify. Shopify, d'accord. Voilà. Ouais. Donc, pavé d'opportunités, ça va être volatile, ça va être on va être très occupé, mais voilà. Dans les mouvements de marché aussi, je voulais peut-être vous entendre là-dessus, Stéphane, Jean-François, le dollar. Alors, vous disiez, Jean-François, on est toujours baissier dollar chez Natixis. Là, c'est un peu contre la tendance. Le dollar se raffermi depuis plusieurs semaines maintenant. Et Virginie évoquait la situation des émergents. Oui, le dollar qui monte un peu trop, ça provoque déjà des secousses sur certains marchés émergents. Bon, en général, dans les taux de change, il y a deux choses qui jouent dans un taux de change. À court terme, plutôt le différentiel de taux. Et à moyen long terme, plutôt des facteurs structurels, type justement les déficits extérieurs. Et dans le cas d'espèce, c'est exactement ce qui joue. Aujourd'hui, ce qui soutient le dollar. Ouais. Alors, il y avait aussi la correction sur les GAFAM qu'on a vu. Donc ça, c'est tout de suite l'aversion risque. Hein. En fait, quand il n'y a pas trop de risque, ça soutient plutôt l'euro. Mais quand il y a beaucoup de risque, ça soutient le dollar. Hein. Il y a un peu de ça. L'aversion risque étant effectivement aussi à prendre en compte. Mais là, on a quand même l'effet différentiel de taux. En ce moment, on pense que les États-Unis, sans doute à juste titre, même sûrement à juste titre, vont remonter leur taux directeur avant que la Banque Centrale Européenne. Parce que nous, on n'a pas ce plan de relance, ils sont en avance dans le cycle, ils sont en avance dans les vaccinations, blablabla. Donc on va forcément avoir ce différentiel de taux qui soutient un peu le dollar à court terme. En revanche, nous, ce qui nous semble le plus impactant après, c'est quand même qu'on est en 2021 dans des rouvertures d'économie, donc c'est très favorable quand même au commerce mondial, donc à tout ce qui n'est pas dollar, le reste du monde, ça c'est des choses qui vont rester. Vous avez une surreprésentation du dollar encore dans les portefeuilles et dans les échanges. On a 60% de dollars dans les réserves de change. L'euro à 20, il était à 27 il y a 10 ans. Donc on va revenir, la part de l'euro va augmenter, la part du yuan chinois va augmenter, la part du bitcoin peut-être va augmenter par rapport dans les réserves de portefeuille. Donc je crois que pour toutes ces raisons un peu structurelles, on va voir un petit peu un affaiblissement du dollar. Et j'ajoute que ce plan de relance qu'on disait tout à l'heure, il va plutôt sans doute détériorer le déficit extérieur américain. On va le financer avec des monceaux de dollars de trésoreries américaines. Nous, on a nos 750 milliards qu'il va falloir financer par un peu d'émissions AAA en euros, mais ça n'a rien à voir avec ces 3,5 trillions de nouveaux dollars qu'il va falloir, de nouveaux dollars en tout cas, de financement de dollars. Donc on a plutôt la planète qui est inondée de dollars. Donc ça, c'est pas très très favorable à moyen terme à un dollar très fort. On le voit à 1,25, c'est pas non plus un exclusion. Non, on n'était pas très loin de ce niveau en début d'année. On est monté à 1,23, effectivement. À 70 sur les taux, ça semble un peu extrême. Maintenant, ça semble très raisonnable. C'est ça. Là, le 1,25, finalement, on sent un petit peu petit joueur, mais bon, on fait pas du Goldman Sachs, les headlines, on essaie de voir. Voilà. Sur le dollar, qu'est-ce que vous dites, Stéphane? On parle souvent du smile du dollar. Oui. Hein, est-ce que on est en train de construire ce sourire du dollar après une séquence de baisse, un dollar qui se raffermirait? Oui, c'est un peu ça. Si vous regardez l'évolution du dollar récemment, ça a beaucoup suivi les taux d'intérêt en fait. Si vous regardez, par exemple, du point de vue d'un investisseur japonais,
maintenant. Si vous investissez sur du dollar en vous couvrant pour le risque de change, vous avez un pick-up qui est très élevé. Vous êtes payé pratiquement autant que si vous allez sur l'Italie, grosso modo. Ouais. Alors que c'est quand même pas le même risque. A priori, non. Voilà. Donc, on a vu des flux. Les États-Unis sont partis pour avoir plus de dettes que les Italiens. Hein. Non, je rigole. C'est pas tout de suite. Ouais, c'est pas le même sujet. Je pense. Mais c'était une petite boutade. Mais ils ont beaucoup plus de dettes que les Italiens, en fait, déjà. Ouais. Tout compris. Ah ouais, ils sont largement c'est de très très loin. Il y a le déficit de tous les fonds de pension publics qui est absolument monstrueux. Et si vous rajoutez ça par-dessus, on est... Bon, bref, c'est pas le problème, c'est pas le sujet, la dette. Mais le dollar, oui, effectivement, c'est un mouvement qui peut se prolonger encore beaucoup, parce que tout le monde était baissier dollar, effectivement. Moi, je suis un peu dubitatif. Alors, il y a un autre sujet, on en a un petit peu parlé, il y a les émissions de Treasuries, il y a aussi le compte du Trésor à la Fed, qui est 1500 milliards, ils vont l'utiliser. S'ils utilisent cet argent, c'est des liquidités qu'on va remettre dans le système financier. Et ça, systématiquement, c'est un afflux colossal de dollars dans le système. Et donc, par définition, quand vous avez... Voilà, c'est baissier dollar. Et Janet Yellen a dit qu'elle voulait dépenser les 2/3. Donc, il va y avoir 500 à 1000 milliards de dollars qui vont arriver dans le système financier dans les 3-4 mois qui arrivent. Si c'est le cas, je vois mal comment on peut être très bullish dollar. Bon, autour de 1,19, l'euro-dollar, c'est pas non plus, c'est pas non plus le point haut du dollar qu'on avait pu voir, 1,06 je crois l'an dernier. Voilà, il y a encore un peu de marge. Virginie, il y avait une nouvelle aussi qui était intéressante à commenter. Là, on parlait de la tech tout à l'heure. Dans le domaine des semi-conducteurs, c'est l'investissement d'Apple en Europe. Pour construire un laboratoire dédié au design des puces. La Silicon European Valley à Munich. Oui, ils l'ont appelé comme ça, je crois. Silicon Design Pourquoi ils viennent investir en Europe, chez nous, et qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ce centre-là? Alors, ça part... c'est une volonté d'avoir un schéma beaucoup plus intégré dans la chaîne de production, ça c'est clair, ça il l'avait dit Tim Cook, et donc ils sont vraiment à l'œuvre sur ce sujet. Je pense qu'il y a également une volonté plutôt de le faire en Europe plutôt qu'en Asie, de resserrer quelques liens. Je pense qu'il y a un peu de politique aussi. Et donc, ça me semble... Alors, c'est essentiellement sur tout ce qui est... Donc, ça fera de la R&D, mais également donc, du produit pour la 5G et les innovations futures pour tout ce qui est produit mobilité. Donc je trouve ça très très bien. Ils sont déjà assez présents à Munich en fait, Apple, en Europe, sur le côté R&D. Donc non, je trouve ça très bien. C'est un investissement de plus d'1 milliard, plus premier investissement et plus ensuite supplémentaire au long cours. Donc je trouve ça très bien. C'est dommage que ça soit Munich, peut-être pas en France, mais bon, ça c'est autre chose. Ce qui est bon pour l'Allemagne, partiellement bon pour la France aussi, on va dire. Donc non, mais ça témoigne quand même, je pense, de la part d'Apple, d'une chose, l'intégration, la supply chain, de garder le contrôle sur ses marges, et ça c'est plutôt bon. Et puis ensuite de prendre en compte aussi les aspects concurrentiels, politiques, c'est très pertinent. Moi, je Vous évoquiez aussi le sujet de la mobilité. Visiblement, ils sont très actifs sur l'idée justement de la mobilité. Alors, je ne sais pas si ce sera l'Apple Car ou ce sera quelque chose d'autre, mais visiblement, ces dernières semaines, ces derniers mois, on en entend beaucoup parler à nouveau. La mobilité, ils sont déjà complètement dans la mobilité, puisque tous les devices, de toute façon, c'est les champions de la mobilité. C'était quand même les premiers à avoir sorti un outil, peut-être pas les premiers, mais quelque chose. Donc, oui. Alors après, sur l'Apple Car, moi, je suis pas du tout impressionnée par un groupe qui va sortir, parce que pour moi, la force, c'est effectivement la qualité du software et ce qu'on peut en faire. Et donc, c'est pas ça qui va nous animer. Moi, je pense qu'ils sont surtout présents sur des sujets, notamment la santé. Je pense que ça, c'est vraiment un des gros... Santé, éducation, c'est souvent des thèmes que vous remettez sur le devant de la scène. Oui, je pense qu'ils sont très, très impliqués là-dessus, qu'on aura des sujets venant de la part de ce groupe et d'autres groupes, pas que... Bon, je lisais une excellente note hebdomadaire d'Ostrom, Asset Management. J'ai vu le thème des semi-conducteurs. C'est vrai que c'est une industrie qui a un peu baissé en bourse, comme le Nasdaq, ça a dû perdre 10% l'indice des semi-conducteurs aux États-Unis, mais c'est vrai que quand on regarde un peu précisément cette industrie, c'est difficile d'être
d'être négatif sur les perspectives de cette industrie, Stéphane? Moi, je trouve que c'est une industrie qui est fascinante parce qu'il y a l'aspect technologique, vous en avez parlé, il y a des puces partout maintenant. Un des premiers clients de cette industrie, c'est l'automobile, par exemple. Oui. On pense toujours ordinateur, Apple, etc. En fait, pas du tout. Et puis, il y a un aspect géopolitique qui est absolument prépondérant. Et je pense que vous l'avez dit brièvement, mais je pense que ça a beaucoup, beaucoup joué dans la décision d'Apple. Il y a un gros problème en Chine, pour pas les nommer. Ils sont en avance sur un certain nombre de domaines. Ils sont probablement très en avance même par rapport à l'Occident sur l'intelligence artificielle, la reconnaissance vocale, enfin tout un tas de choses. Il y a quelques domaines où ils sont en retard. L'aéronautique, les puces, les microprocesseurs, etc., etc. Donc il y a un vrai sujet de géopolitique derrière. C'est ça qui rend ce secteur très, très intéressant, je trouve. Et c'est en train de bouger de manière très très rapide. Il y a un plan chinois pour rattraper le retard. Alors ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais qui est un plan absolument colossal. Et je pense qu'il y a des enjeux derrière qui sont très importants. Et en termes de bourse, oui, alors vous parliez value croissance. Moi j'ai une théorie sur value croissance, c'est qu'il faut avoir les deux en fait. Mais c'est un peu ce que vous disiez. C'est jouer les deux extrêmes. Il faut dans la value choisir certains dossiers. Il y a certaines parties de la value qui sont de la value pour de bonnes raisons. C'est-à-dire le marché ne veut pas y toucher parce que c'est ce qu'on appelle des value traps. Et il y a certaines valeurs qui sont sous-cotées qui peuvent remonter. Et dans la croissance, il y a des GAFA, il y a des secteurs comme les semi-conducteurs où il y a des barrières à l'entrée qui sont énormes. Donc vous êtes sûr que vous n'aurez pas un concurrent demain matin. Où vous avez des marges qui restent importantes et des générations de trésorerie qui sont et quand vous comparez avec le Bund à moins 0,3 c'est vite vu, hein. Donc en fait en termes de marché, moi je suis plutôt sur cette ligne là, il faut avoir les deux, il faut avoir croissance et value, et dans la croissance je pense que les semi-conducteurs à long terme c'est quand même un investissement qui est porteur. Bon, il ne reste plus beaucoup de temps, Jean-François, mais on aurait dû évoquer le marché du carbone, ça y est, qui prend enfin son envol. La tonne carbone progresse. Tout à fait. Je crois que c'est un des investissements de cette année, mais je pense des prochaines années, parce que encore une fois, Virginie disait, il faut regarder fondamental. Et bien là, on est vraiment là-dedans. C'est-à-dire qu'on sent bien que dans tout, là, on parle beaucoup de géopolitique avec semi-conducteurs. Moi, je suis complètement d'accord. Je pense qu'on est à fond là-dedans, et que d'ailleurs, ça crédibilise un peu le plan européen. Bien sûr. Des semi-conducteurs. Après celui de la batterie et de l'hydrogène, on a peut-être un truc qui est en train de se monter finalement. Force de constater en tout cas que le jeu géopolitique profite un peu à ça. Et je crois que sur le marché du carbone, on va surfer sur ce genre de choses-là, parce qu'on va avoir de plus en plus, là, c'est discuté aujourd'hui au Parlement européen, comment est-ce qu'on va mettre une taxe carbone aux frontières de l'Europe. Et ben c'est peut-être justement par ça. C'est-à-dire qu'on va demander à avoir une équivalence, un effet miroir sur les prix du carbone, plutôt que de taxer, de mettre une TVA, etc. Oui. On pourrait leur demander à des biens qui ne respectaient pas de payer une taxe carbone, justement, pour rééquilibrer le jeu. Ça, ce serait quand même un énorme game changer. Et ça va passer forcément par un prix du carbone qui va aller vers les $80. Donc on n'a pas fait la moitié du chemin. Un des très rares sujets où tous les économistes sont d'accord. La taxe carbone. Non ? Oui, c'est tout le paradoxe en France où ça a déclenché les gilets jaunes, quelque part. C'est un petit peu politiquement, c'est sensible, mais économiquement, c'est... taxer ce qui pollue, ça me semble de bonne loi si on veut arrêter de polluer. Merci beaucoup. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Virginie Robert, présidente de Constance Associés, Jean-François Robin, directeur de la recherche marché de Natixis, et Stéphane Déo, le responsable de la stratégie d'Ostrom Asset Management. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, marché à thème, consacré ce soir aux OPA et plus généralement aux offres publiques qui ont marqué l'année 2020 sur le marché parisien d'Euronext. Et on en parle avec Olivier Guignon qui est à mes côtés en plateau, associé gérant de la banque d'affaires Alantra. Olivier, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Ravi de vous retrouver sur ce plateau avec ce 9e baromètre des offres publiques donc, qui porte sur l'année 2020 et qui nous donne une vision globale, quantitative, chiffrée de ce qui s'est passé en termes d'opérations sur les entreprises cotées sur Euronext. Déjà, on constate qu'en termes de nombre d'opérations, on est plutôt dans la partie haute de ce qu'on a pu observer au cours des années précédentes, Olivier. Tout à fait, on a une augmentation assez sensible. Alors,
on est à 39 offres publiques qui ont été déposées ou annoncées, 32 déposées, 7 annoncées, ce qui montre d'ailleurs une accélération sur la fin de l'année, on verra. L'année dernière, il y en avait 2 de moins. L'année d'avant, il y en avait 10 de moins. Et donc, on revient finalement à un niveau 2017 qui était de l'ordre de 42. Donc, vraiment, les belles années. Le record doit être 45 offres publiques dans une année. Donc, on est vraiment dans une très belle année. La croissance était déjà amorcée l'année dernière. Et elle s'est accentuée cette année. Et on voit les perspectives d'ailleurs de 2021 dans le sillage de ce qu'on a pu observer. De 2020 très clairement. Oui, vous notez 7 opérations annoncées qui montrent qu'en fin d'année, une fois qu'on y a vu peut-être un peu plus clair sur les conséquences de la crise pandémique, on a vu des offres ressortir, comme on dit, Olivier. Tout à fait, c'est ça. Il y a eu vraiment, la principale explication, je dirais, de cette augmentation du nombre d'offres publiques sur 2020, c'est effectivement voir comment le premier semestre s'est passé. Ouais. Mais surtout, je dirais, il y a eu un effet d'opportunité très fort. Si vous avez quelques instants, peut-être le développer. Bien sûr. C'est au début de l'année 2020, lorsqu'il y a eu cette crise sanitaire qui a commencé en mars, il faut bien voir ce qui s'est passé. Les opérations sur le marché privé, donc non cotées, sont trouvées arrêtées à 80%. Les investisseurs, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont réorienté les flux d'investissement vers le côté. Pourquoi ? Dans un premier temps, ils sont allés penser les plaies de leur participation pour les investisseurs financiers. Puis très rapidement, ils ont vu les mouvements erratiques qui se sont installés sur la bourse. Ils sont allés prendre quelques positions pour certains. Et d'autres y ont vu une opportunité incroyable d'investir parce que finalement, la bourse, les processus de vente ne s'arrêtent jamais. À partir du moment où la cotation est là, le processus ne s'arrête jamais. Et donc, vous avez eu ces investisseurs, et ça explique notamment pourquoi les investisseurs financiers, finalement, représentent plus du double des initiateurs l'année dernière, se sont réorientés. Ils avaient besoin d'investir. La bourse a baissé, on a vu que les indices avaient baissé sur l'année, donc ils se sont dit, c'est encore un effet d'aubaine à exploiter. Il y a eu vraiment ce mouvement-là. Et puis, parallèlement, je dirais, tout s'est aligné quelque part pour que ces offres se démultiplient. Les fondateurs, dirigeants des sociétés cotées, ont vu l'opportunité d'accueillir de façon encore plus bienveillante que par le passé un investisseur qui allait les épauler pour traverser cette crise, d'une part. D'autre part, les aider éventuellement à financer des build-up parce que certains de leurs concurrents n'allaient pas forcément bien traverser cette crise et donc pouvoir aller saisir quelques opportunités de consolidation. Et troisième point, toujours ces fondateurs contrôlants de sociétés cotées se sont dit, je vais être un peu moins exigeant que je ne l'ai été par le passé. Je ne vais pas demander de cash-out, par exemple, parce que ce n'est pas là que je vais réaliser vraiment ma grosse plus-value. Mais je vais donc demander à ce fonds de venir financer l'offre publique, de la fronter, et de retirer la société de la cotation. Et à l'abri de la cotation, on va réaliser le business plan tel qu'il était prévu initialement. Donc, il y a une espèce d'alignement, si vous voulez, d'effet d'opportunité des fonds, d'attraction qu'ont pu trouver les fondateurs. Voilà. Et cet alignement d'intérêts qui montre aussi toujours cette perméabilité qu'on a entre le côté et le non-côté, finalement, qui sont deux mondes qui sont parfois très entremêlés. Tout à fait. On le voit très clairement sur les investisseurs financiers, les fonds de private equity, comme on dit dans notre jargon. Qui ont représenté quasiment 80% des opérations, c'est ça, vous disiez... Qui ont représenté 40% des 40%. Des opéras, exactement. Ce qui était le double de l'année dernière, donc ce qui est très, très significatif. C'était 80% des opérations industrielles menées par des industriels, et là, c'était... Exactement. Et c'est effectivement les investisseurs financiers, déjà par le passé, et c'est ce qui expliquait déjà que l'année dernière, on était sur un mouvement haussier, regarder la bourse avec beaucoup d'intérêt parce que souvent, des valeurs étaient mal couvertes par la bourse. Et on en avait déjà parlé l'année dernière, notamment les valeurs du mid-market, qui ne sont pas forcément aussi bien couvertes que le large cap, moins d'analystes, des sociétés plus contrôlées, le flottant un peu plus réduit, donc des valeurs pas forcément là. Et déjà, les financiers s'y intéressaient. Deuxièmement, les financiers ont été
éduqués de plus en plus à la chose boursière. Donc ils sont capables de passer du non-coté au côté de plus en plus facilement, vraiment avec une aisance beaucoup plus forte qu'avant. Et puis il y avait eu l'abaissement aussi du seuil de retrait de cotation qui est passé de 95% à 90%. Mais là aussi, ça a encouragé un certain nombre de fonds qui ne peuvent pas avoir de participation cotée et qui disent, bon, je vais lancer une opération, mais elle sera retirée de la cote, donc je serai effectivement avec une participation non cotée. Et là, on revient sur le privé. C'est une espèce de mouvement balancier permanent. Comment est-ce que vous expliquez la baisse des primes qui sont offertes pour les acquisitions que vous avez recensées en 2020? Alors, on parle d'une baisse de primes de l'ordre de 15% par rapport à la prime de l'année précédente, Olivier. Tout à fait. Alors, c'est assez significatif. C'est significatif, vous avez raison de le souligner. Sur le spot, c'est-à-dire sur le cours précédent l'annonce de l'OPA, on était à 25% l'année dernière, on est à peu près à 21% sur le spot. Plusieurs raisons. D'abord, la baisse des indices boursiers. Le CAC a fait moins 7, le SBF 120 a fait à peu près moins 6. Et bien donc, il y a une espèce de parallélisme que l'on trouve. Deuxièmement, beaucoup plus de financiers, comme on l'indiquait à l'instant, ont déposé des offres publiques. Or, les financiers, ils sont peut-être moins capables de pricer, ou ils ont peut-être un peu moins envie. Plus dur dans la négociation. Absolument. De pricer des synergies qu'un industriel serait prêt à pricer, ou qu'un industriel serait prêt à pricer pour aller acheter son concurrent. Là, le financier, il rentre moins dans cette logique. Et je dirais ces deux éléments expliquent déjà vraiment très, très significativement la baisse des primes. Vous l'avez dit d'un mot, mais c'est vrai que c'est une tendance qu'on observe depuis plusieurs années. On en a parlé régulièrement avec vous, Olivier. L'idée qu'on a de plus en plus d'offres, alors ce que vous dites, des offres dites de fermeture, qui visent à retirer les sociétés de la cote. Tout à fait, tout à fait. C'est des offres qui sont lancées par un initiateur qui a déjà le contrôle, soit parce qu'il vient d'acquérir un bloc majoritaire, soit parce qu'il l'avait déjà de toute éternité et qui dit, bon, ben, j'en ai assez de la bourse, je vais me ressortir. C'est très important pour un investisseur de s'assurer d'avoir le contrôle avant de lancer une offre. Donc on est à la recherche vraiment, lorsqu'on est initiateur d'une OPA, d'une rampe de lancement assez significative pour se donner le maximum de chances d'atteindre le seuil de 90. Donc plus cette rampe est élevée au départ, la probabilité d'atteindre le seuil de 90 est forte. Et comme les financiers du private equity, souvent dans leur règlement de fonds, leur interdisent de vivre avec une société cotée, la probabilité d'atteindre le seuil 90 est très importante pour eux. Donc ils recherchent vraiment ça. Ça correspond aussi souvent à des sociétés du mid-market qui sont plus familiales, plus contrôlées, à taille plus humaine, financièrement plus abordable. Et là aussi, on s'oriente vers des offres de fermeture. Donc, c'est vrai, c'est un mouvement alors là qui est très clair, très régulier, qui se renforce d'année en année. Bon, on va conclure dans un instant. On n'a pas le temps de... Il y a plein de points très intéressants dans votre baromètre. Alors, le secteur des télécoms médiathèques a été le plus représenté à travers ces 39 offres publiques déposées ou annoncées en 2020. Les plus grosses opérations sont Ingenico, 7,8 milliards, racheté par Worldline. Il y a eu Devoteam, Media One, Medicrea, voilà, qui forment le top 5 de ces plus grosses opérations réalisées en 2020. Non, je voulais qu'on garde quelques secondes pour que vous nous disiez sur quel rythme et sur quelle tendance commence cette année 2021, Olivier? Alors vraiment, on poursuit sur le même rythme. On voit très clairement que la tech est toujours aussi recherchée. C'est vrai que ce sont des secteurs qui sont portés par le Covid. Il n'y a pas vraiment d'hésitation. Donc on va retrouver un tiers des offres publiques. On est vraiment sur cette tendance-là, des offres publiques qui sont sur le secteur de la tech, du télécom. On vient de clôturer aujourd'hui une offre sur Dallé, qui est une offre qui fait des logiciels de... Un logiciel d'audiovisuel. Toutes les télés connaissent Dalet. Voilà, on était très fiers d'annoncer cette offre. Donc c'est une tendance très très forte, ça c'est très clair. On le voit dans le gaming, dans le domaine des jeux vidéo, qui est un secteur très tech, et un certain nombre de sociétés sont cotées dans cet univers. La santé également va être poussée. Donc les tendances sont là, c'est des tendances qui quand même s'inscrivent assez durablement, donc vraiment des tendances de fond. Merci beaucoup Olivier, merci d'être venu nous apporter quelques éléments d'analyse et de perspective autour de cette dynamique des OPA, des offres publiques de 2020 jusqu'au ce début d'année 2021. Olivier Guignon qui est à mes côtés en plateau pour le marché à thème de Smart Bourse ce soir, associé gérant de la banque d'affaires Alantra.
C'était Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social.